Bienvenue à la troisième partie de la série 13 de physique consacrée au mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Pour cela, j'ai choisi des exercices extraits du baccalauréat. Commençons par l'exercice 1. Étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. C'est le sujet de cet exercice. Deux particules chargées, lithium plus et X2+, sont introduites en un point O avec la même vitesse initiale V, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au vecteur V. On a donc des charges qui pénètrent par O avec une vitesse V verticale dans un champ magnétique B qui est perpendiculaire à ce plan. Qx et Mx sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule X2+. On considère que Li+ et X2+ sont soumises seulement à la force de Lorentz, c'est-à-dire on néglige le poids des deux particules chargées. Comme donnée, on a la vitesse initiale, c'est 10 puissance 5 mètres par seconde, l'intensité du champ magnétique, c'est 0,5 Tesla, la charge élémentaire, c'est 1,6-10-19 coulombs. La masse du lithium, c'est 6,015 U, unité de masse atomique. Et une unité de masse atomique, c'est 1,66-10-27 kg. La figure 1 représente les trajectoires des deux particules dans le champ B. On a des trajectoires. En trait plein, c'est la trajectoire de X2+. En pointillé, c'est la trajectoire de Li+. On rappelle l'expression de la force de Lorentz, F égale Q fois V vectoriel B. Commençons par la première question. Déterminer la direction et le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercé sur la particule Li+ au point O. Pour cela, reprenons le schéma de l'énoncé. Il représente la trajectoire du lithium Li+ avec la vitesse V. Donc la force de Lorentz, elle est donnée par la relation F égale QV vectoriel B. C'est le rappel de l'énoncé. D'après le cours, la force F a une direction perpendiculaire à V et aussi perpendiculaire à B et encore perpendiculaire au plan formé par VB. Donc il suffit de dire une des choses qu'on connaît, c'est-à-dire il suffit de donner la direction par rapport à un vecteur qu'on connaît. On connaît ici la direction du vecteur V. Donc je peux écrire que la force F elle est perpendiculaire à V. On sait d'après le cours que la force F est toujours dirigée vers le centre de la trajectoire. Donc ici, elle est dirigée vers la droite. On peut aussi le déduire en constatant que s'il n'y avait pas cette force, la particule va continuer sa trajectoire selon la direction de V. Et grâce à cette force, il est dévié vers la droite. Donc on peut dire que le sens de F, il est dirigé vers le centre de la trajectoire, c'est-à-dire vers la droite. Maintenant pour l'intensité de F, la valeur de F égale la valeur absolue de Q fois la valeur absolue de V fois la valeur absolue de B fois le sinus entre V et B. Comme V et B sont perpendiculaires, le sinus de l'angle est égal à 1. Donc l'intensité va s'écrire QVB. Je remplace Q par la charge 1,6-10-19 puisque le lithium ne contient qu'une seule charge, E, fois la valeur de V, c'est 10 puissance 5, fois la valeur de B, c'est 0,5 Tesla. Ça me donne 8-10-15 newtons. Passons à la deuxième question. Préciser le sens du vecteur B en le représentant par un point s'il est vers l'avant ou par une croix s'il est vers l'arrière. Je reprends le schéma de l'énoncé sur lequel on a la représentation du vecteur vitesse et la représentation du vecteur force. Pour déterminer le sens de B, on va utiliser la règle des trois doigts de la main droite ou bien les trois doigts de la main gauche. Commençons par la règle des trois doigts de la main droite. Pour les trois doigts de la main droite,
je dois avoir le pouce, l'index et le majeur qui sont perpendiculaires entre eux. Et je dois orienter le pouce dans le sens de V. C'est-à-dire que le pouce sera dirigé vers le haut. Et le majeur, il est perpendiculaire au pouce et dirigé vers la droite. Je constate maintenant que l'index est dirigé vers mes yeux. C'est-à-dire que le vecteur B est un vecteur sortant. On le représente par un point. Maintenant, si j'utilise 3 doigts de la main gauche, je dois avoir le pouce, l'index et le majeur qui sont perpendiculaires. L'index de la main gauche va indiquer le sens de V, c'est-à-dire que votre index il est vertical, dirigé vers le haut. Le majeur, il est dirigé vers la droite et perpendiculaire à V. Je constate que le pouce est dirigé vers l'avant. Ça veut dire que B est représenté par un pouce. Essayez de refaire ça plusieurs fois ou bien revenir au cours pour bien comprendre cette règle. Passons à la troisième question. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrez que le mouvement du lion L+ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon RLI égale la masse du lithium fois la vitesse sur E fois B. C'est une question classique dans cette leçon, c'est toujours de montrer que le mouvement du lion est circulaire uniforme. Première chose, on va d'abord faire l'inventaire des forces auxquelles est soumise le lithium Li. Le lithium Li+, il est soumis seulement à la force de Lorentz. Et cette force-là, c'est la seule force exercée sur cet île. Et on va lui appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. C'est-à-dire on va écrire sigma des forces égale à m du lithium fois son accélération. F égale à m LIA, c'est-à-dire la masse du lithium fois l'accélération. Et je remplace F par la force de Lorentz, FQV vecteur UV égale la masse du lithium fois A. Pour la charge du lithium, il porte une seule charge positive, ça veut dire que Q égale à E. Donc je vais remplacer la charge Q par E et j'en déduis que l'accélération A est égale à E fois V vectoriel B sur la masse. D'après les propriétés du produit vectoriel, ce vecteur A il est à la fois perpendiculaire à V et perpendiculaire à B. On va utiliser la propriété que A est perpendiculaire à V. Dire que A est perpendiculaire à V veut dire que sa projection sur le vecteur tangentiel est nulle. Ça veut dire que A tangentiel elle est égale à 0. Si A tangentiel est égal à 0, le vecteur accélération n'est égal qu'à l'accélération normale. Maintenant, exploitons AT égale à 0. AT égale à 0 veut dire que la dérivée de la vitesse est nulle, veut dire que la vitesse est une constante. Donc, je peux déduire que le mouvement est uniforme. C'est la première chose demandée. Donc, le mouvement, il est uniforme. Maintenant, puisque l'accélération tangentielle est nulle, A est égal à A normal. Ça veut dire le module de A est égal à la valeur de A normal. Le module de A, c'est la valeur de E sur la valeur de la masse du lithium fois V fois B. Donc, je peux dire que A égale A normal. Ça veut dire E sur M fois VB. Et l'expression de A normal, c'est V au carré sur ρ. ρ, ça s'appelle le rayon de courbure. Vous pouvez consulter le cours. J'en déduis que le rayon de courbure est une constante. Et en géométrie, la courbe qui a un rayon de courbure constante n'est autre qu'un cercle. Donc la trajectoire, elle est circulaire. Et son rayon, c'est cette valeur-là. Donc, on a répondu à la question. On a montré que le mouvement est uniforme et que sa trajectoire elle est circulaire et ceci, c'est son rayon. La question 4. En exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport Rx sur RLI avec Rx le rayon de la trajectoire de la particule X. Alors, la figure 1, c'est celle-là. Ceci représente un demi-cercle de la trajectoire du lithium. Et ceci, c'est le demi-cercle de la trajectoire de X2+. Et d'après ce tiret gradué, je peux déterminer le diamètre de chaque trajectoire.
Donc, d'après la figure 1, cette partie représente le diamètre de trajectoire du lithium, c'est-à-dire 2 fois le rayon du lithium. Cette valeur, elle est égale à 3 cm, comme on peut le voir. Donc, le rayon du lithium, c'est la moitié de 3, c'est 1,5 cm. D'autre part, cette distance représente le diamètre de la trajectoire du x de plus, c'est-à-dire 2 fois Rx. Sur le schéma, ça correspond à 6 cm. Donc le rayon est égal à 3 cm. Le rapport Rx sur RLI, ça va donner 2. C'est 3 divisé par 1,5, ça donne 2. La dernière question de cet exercice, sachant que la particule x de plus se trouve parmi les 3 ions proposés avec leur masse, dans le tableau ci-dessous, identifie x de plus en justifiant la réponse. Alors réécrivons les expressions des rayons déjà établies à la question 3. Pour le rayon du lithium, c'était la masse du lithium fois V sur E fois B. Pour le rayon de mx de plus, ça fera mx V sur la charge de x de plus fois B. La charge de x de plus, c'est 2e. Donc, je vais remplacer CQ par 2e. Ça donne donc R de x égale mx fois V sur 2EB. Je connais d'après la question précédente le rapport Rx sur RLI. Et je vais écrire cette expression, celle-là, divisée par cette expression. Après simplification, j'obtiens que Rx sur RLI égale à mx sur 2mLi. V, ça se simplifie. EB, il me reste mx sur 2mLi. Or, d'après la question 3, Rx sur RLI égale à 2. J'en déduis que la masse de x, c'est 4 fois la masse de Li. Connaissant la masse de Li d'après l'énoncé de l'exercice, c'était 6,015, ça me donne 24 U. Cette valeur 24, c'est pratiquement 23 985. C'est pratiquement Mg de plus. Donc je peux dire que l'ion X de plus n'est autre que Mg de plus. Cette valeur est pratiquement égale à celle de Mg de plus. Passons à l'exercice 2 de cette série. C'est la séparation des isotopes d'un élément chimique. Cet exercice est consacré aux élèves de sciences mathématiques. L'exercice précédent était commun entre les sciences maths et les sciences expérimentales option PC. La spectrométrie de masse est une technique de détection extrêmement sensible. À l'origine, elle servait à détecter les différents isotopes d'un élément chimique, mais actuellement, elle est utilisée pour étudier la structure des espèces chimiques. On veut séparer les deux isotopes du zinc à l'aide d'un spectrographe de masse. La chambre d'ionisation produit les ions Zn2+68 et Zn2+A, de masse respective M1 et M2. Ces ions sont accélérés dans le vide entre deux plaques métalliques parallèles P1 et P2 à l'aide d'une tension constante de valeur U égale 10 puissance 3 volts, figure 1. Donc, dans la chambre d'ionisation, on produit les ions Zn2+, 68 et Zn2+A. Ils sortent de ce trou avec une vitesse pratiquement négligeable. Ils sont accélérés entre P1 et P2 avec une tension de l'ordre de 1000 volts. On suppose que les ions quittent la chambre d'ionisation en P1 sans vitesse initiale. On néglige le poids des ions devant les autres forces. Les données de cet exercice, la charge élémentaire E, 1,6 10-19 coulombs. La masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron, Mp égale Mn, qu'on note aussi en général petit n, c'est 1,67 10-27 kg. Question 1. Quelle est la plaque qui doit être portée au potentiel le plus élevé? On a la situation suivante. Les ions Zn2+ pénètrent dans cet espace et ils vont de la plaque P1 vers la plaque P2. Donc, l'ion Zn2+, il est positif, il va se diriger vers la plaque négative. Donc, le potentiel de P2 est un potentiel négatif et le potentiel de P1 est un potentiel positif.
Donc la plaque P1 possède le potentiel le plus élevé. On peut écrire que les ions Zn2+ se déplaceront vers la plaque P2 qui doit être négative. Par conséquent, la plaque P1 est positive et elle a le potentiel le plus élevé. Et comme ça, on a déduit le signe du potentiel de P1 et de P2 rien qu'en voyant le mouvement des ions Zn2+ qui vont de P1 vers P2. Deuxième question, montrer que les deux ions Zn2+ possèdent la même énergie cinétique au point O. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont arriver ici à la plaque P2 au point O, on va montrer qu'ils possèdent la même énergie cinétique. Pour cela, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique aux ions Zn2+ entre P1 et P2. Bien entendu, selon l'exercice, le poids des ions est négligeable devant les autres forces. La seule force à laquelle il est soumis l'ion, c'est la force électrostatique Fe. Donc le théorème s'écrit delta EC, c'est la somme des travaux des forces extérieures, c'est-à-dire EC à la plaque P2, c'est EC final, moins EC à la plaque P1 égale le travail de la force électrique entre P1 et P2. Puisque les ions Zn2+ ne possèdent pas de vitesse initiale lorsqu'ils sortent de P1, donc leur énergie cinétique à la plaque P1 est nulle. Je rappelle le travail de la force électrique entre deux points, c'est W de F entre le point P1 et le point P2, c'est la charge Q, fois le potentiel UP1, P2. Les ions Zn2+ possèdent deux charges positives, donc c'est plus 2 E, et UP1, P2, c'est ce qu'on appelle U d'après l'exercice. Donc je vais écrire ici que EC à la plaque P2, c'est le travail de cette force, c'est 2EU. On constate que cette énergie cinétique ne dépend pas de la masse des ions. Elle dépend de leur charge et du potentiel dans lequel ils sont mis. Ils ont la même charge, ils sont mis dans le même potentiel, ce qui veut dire que les deux ions ont la même énergie cinétique lorsqu'ils arrivent au point O sur la plaque P2. Donc on peut écrire que puisque U est constante, alors les deux ions ont la même énergie cinétique. Troisième question, exprimer la vitesse V1 de l'ion Zn2+ 68 au point O en fonction de U, E et M. N'oublions pas que M, c'est la masse du proton et aussi la masse du neutron. Et on va en déduire l'expression de V2 de l'ion Zn2+ A au même point O en fonction cette fois-ci de V1 et de A, le nombre de masses. D'après la question précédente, l'énergie cinétique du l'ion Zn2+ 68 s'écrit EC égale 2EU. Je remplace l'expression de EC par 1 demi M1 V1 au carré égale à 2EU. Donc, V1 égale 2 racine EU sur M1. Maintenant, on va exprimer M1 en fonction de la masse du proton et du neutron. On sait que la masse du l'ion est égale à la masse de tous ses nucléons. C'est-à-dire que si j'ai un ion X ou bien un atome X à Z, sa masse c'est Z fois la masse du proton, plus A moins Z la masse du neutron, et puisque la masse du neutron est égale à celle du proton, ça donne A fois MP, c'est-à-dire A fois M. Donc je vais remplacer M1 par A fois M. Le A de cet ion c'est 68. Donc le V1 s'écrit 2EU sur 68M. Maintenant pour la vitesse V2. Les deux ions ont la même énergie cinétique au point O, ça veut dire que 1 demi M1 V1 au carré égale à 1 demi M2 V2 au carré. J'en déduis que V2 égale à V1 racine de M1 sur M2. Je vais remplacer M1 par 68M et M2 par A fois M. Et j'obtiens que V2 égale V1 racine de 68M sur A fois M. Je simplifie le M, il me reste V2 égale V1 racine de 68 sur A. Quatrième question. À l'instant t égale à 0, les ions Zn2+ 68 et Zn2+ A
pénètre ensuite dans une région où règne un champ magnétique uniforme orthogonal au plan de la figure d'intensité B égale 0,10 Tesla. Ces ions Zn2+ sont déviés et heurtent la plaque photographique respectivement aux points C et C'. Question 4.1. Indiquez sur un schéma le sens du vecteur B, justifiez la réponse. Alors maintenant, les ions Zn2+, d'après le texte, pénètrent dans une région où règne un champ magnétique uniforme orthogonal au plan de la figure. C'est cette figure. Donc ils entrent par le point O avec une vitesse initiale V0 dans cette région délimitée en pointillé où existe un champ magnétique. Il y a une plaque photographique sur laquelle vient frapper les ions Zn2+. Donc je connais la direction de la vitesse V, et puisque les ions sont déviés vers cette plaque, donc la force est dirigée vers le bas, qui va les dévier vers C et les diriger vers le bas. Comme ça, c'est la force magnétique. Je connais maintenant la direction de V, je connais la direction de F, je peux déduire la direction et le sens de B en utilisant l'une des règles citées dans le cours, soit la règle des 3 doigts de la main droite ou bien la règle des 3 doigts de la main gauche. Donc selon la règle par exemple des doigts de la main droite, on va déduire que le vecteur B est dirigé vers l'avant et il est parallèle à OZ. Donc on va le représenter par un point, c'est-à-dire un vecteur sortant. La question 4.2 montre que le mouvement des ions Zn2+ a lieu dans le plan au XY. Pour répondre à cette question, il suffit de montrer que la coordonnée Z est une constante, c'est-à-dire soit Z égale à 0, soit Z égale à une constante différente de 0. On avait le schéma suivant lors de la question précédente. Il montre que le vecteur B est collinéaire avec Z, c'est-à-dire de même direction et de même sens que OZ. Donc je peux écrire que le vecteur B, dont la base IJK, s'écrit B fois K. Ça veut dire que B est parallèle à K et de même sens que K. D'autre part, l'ion Zn2+, il est soumis à la force de Lorentz qui s'écrit QV vectoriel B, qui est égal à QV vectoriel B fois K. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton dans un repère terrestre, on obtient l'expression suivante. QV vectoriel B, c'est-à-dire QV vectoriel BK égale à M. Donc, d'après les propriétés du produit vectoriel, A est perpendiculaire à K. Alors, si je dis que A est perpendiculaire à K, ça veut dire que la projection de A sur K est nulle. Dire que la projection de A sur K est nulle veut dire que AZ égale à 0. Donc, si AZ égale à 0, ça veut dire que VZ est une constante, la primitive de AZ. On sait que une grandeur, si elle est constante, elle est égale à la valeur initiale. Et selon les conditions initiales, la vitesse initiale, elle est collinéaire avec Y, c'est-à-dire elle est collinéaire avec J. D'où la projection de V0 sur Z, elle est nulle. Donc V0Z égale à 0. Donc V0 égale à Z veut dire que Z est une constante qu'on va appeler Z0. Et selon les conditions initiales, l'ion Zn2+ pénètre en haut dans cet espace. Et le point O, c'est l'origine du repère. Donc on peut dire que Z0 est aussi égal à 0. Donc puisque Z égale à 0, donc le mouvement se fait dans le plan au XY. Donc c'est un mouvement plan. On peut écrire le mouvement des ions a lieu dans le plan au XY. Si on nous demande par exemple que le mouvement se fait dans le plan au XZ, il faut montrer que Y est une constante, et ainsi de suite. Passons à la question 4.3. Déterminer la nature du mouvement des ions Zn2+ dans le champ B. Donc on va appliquer la deuxième loi de Newton à l'ion Zn2+, qui est soumis à la force de Lorentz. Bien entendu, la deuxième loi, elle est appliquée dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, F égale à M de l'ion fois A, donc QVB
égale à m fois a. On en déduit que a égale à q sur mv vectoriel b. On peut remplacer la charge q par 2e. C'est la charge du liant Zn de plus. Et d'après les propriétés du produit vectoriel, a est perpendiculaire à v. Donc dire que a est perpendiculaire à v veut dire que l'accélération tangentielle, elle est nulle. Et si l'accélération tangentielle est nulle, a n'est égal qu'à a normal. Donc on va exploiter ces deux résultats pour déterminer la nature du mouvement. Commençons par at égale à 0. On sait que at c'est la dérivée de la vitesse. Si la dérivée de la vitesse est nulle, donc la vitesse est une constante. La vitesse est une constante veut dire que le mouvement il est uniforme. Maintenant, on va dire que le module de a égale au module de a normal. Ça veut dire le module de ce vecteur égale à la valeur de a normal. Le module de ce vecteur, c'est q sur m v fois b. Je peux remplacer q par 2e, ça va donner 2e sur la masse du liant fois vb. L'accélération normale d'après le cours, c'est v au carré sur ρ. Ρ, c'est le rayon de courbure de la trajectoire. J'en déduis que le rayon de courbure, c'est mv sur 2eb. C'est une constante. La courbe qui possède un rayon de courbure constant, c'est un cercle. Donc je peux dire que la trajectoire est circulaire et cette expression représente le rayon de cette trajectoire. Donc comme conclusion, trajectoire circulaire, le mouvement uniforme, veut dire que le mouvement du liant dans le champ magnétique est circulaire uniforme. La question 4.4, on donne cc' égale à 8 mm, déduire la valeur de a. Reprenons le schéma de la trajectoire des deux ions. L'un des ions va frapper en C et l'autre en C'. Ces deux trajectoires représentent la moitié d'un cercle. Donc OC et OC', c'est le diamètre de la trajectoire des ions Zn de plus et des ions Zn de plus A. D'après l'énoncé de l'exercice, l'ion Zn de plus A arrive en C'. Je rappelle le rayon de la trajectoire de la question précédente. mv sur 2eb, c'est le rayon de la trajectoire du liant. D'autre part, la masse du liant, je rappelle que c'est a fois m. Selon ces deux relations, je peux écrire que OC', c'est le diamètre, c'est-à-dire 2R2. De même, l'ion Zn de plus 68 arrive en C. De la même manière, OC' est égal à 2 fois le rayon R1. La masse de Zn de plus 68, c'est 68m fois V1 sur EB. Donc la distance CC', c'est OC' moins OC. Ça veut dire 2 fois R2 moins 2 fois R1. 2 fois R2, c'est 2 fois cette valeur, c'est-à-dire A mv2 sur EB. Et 2 fois R1, c'est 68 mv1 sur EB. Donc en factorisant par m sur EB, on obtient cc' égale à m sur EB, facteur de AV2 moins 68 V1. Je rappelle l'expression de V2, déjà établie, V2 égale V1 racine de 68 sur A. En la remplaçant ici, j'obtiens cc' égale m sur EB, AV1 racine 68 sur A moins 68 V1. Je peux simplifier par A, ça me donne racine de 68A et je factorise par V1. Ça donne MV1EB, racine de 68A moins 68. Donc, CC' fois EB sur MV1 plus 68 égale cette racine. En élevant au carré et en divisant par 68, j'obtiens cette expression. Alors, on va remplacer V1 par son expression que je rappelle. V1 égale 2, racine de EU sur 68m. Donc, en la remplaçant, c'est-à-dire V1 égale 2, ça rentre à l'intérieur de 4, EU sur 68m, on obtient l'expression suivante. C'est-à-dire, on a remplacé V1 par 4 EU sur 68m. Ça devient finalement 1 sur 68, CC' fois B, racine de 17e sur m fois u plus 68 au carré. Tout calcul fait, on obtient a égale à 70.
Passons à l'exercice 3. C'est un exercice consacré aux élèves de sciences mathématiques. Il concerne la séparation des ions, cette fois-ci les ions Cl-35 et Cl-37. Pour séparer des ions différents, on peut utiliser le dispositif schématisé sur la figure ci-contre, qui comprend une chambre d'ionisation, c'est celle-là, dans laquelle les ions sont produits, une chambre accélératrice dans laquelle les ions sont accélérés, c'est la deuxième chambre ici entre Q et P, une chambre de déviation où les ions sont déviés, c'est la troisième chambre ici entre les plaques N et M, où règne un champ magnétique. Le but de cette partie est de séparer les ions Cl-35 et Cl-37 par action simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Lorsqu'on mélange un champ électrique et un champ magnétique dans un seul espace, on dit qu'on a un filtre de vitesse. C'est-à-dire on va choisir les ions selon leur vitesse. Les données de cet exercice, on considère que les ions se déplacent dans le vide et que leur poids est négligeable devant les autres forces. C'est-à-dire les seules forces qu'on va prendre en considération, si on est dans un champ électrique, c'est la force électrique. Si on est dans un champ magnétique seul, c'est la force magnétique. Si on est dans les deux, c'est à la fois la force électrique et la force magnétique, c'est-à-dire la force électromagnétique. La masse de l'ion Cl-35 est notée M1, celle de Cl-37 est notée M2 et la charge élémentaire c'est 1,610-19. On va d'abord faire l'inventaire des forces appliquées sur l'ion Cl-. Le poids étant bien sûr négligeable, il reste seulement la force électrique F égale à QE. Donc, il y a une seule force, c'est F égale à QE. Puisque la charge Q de l'ion est négative, alors F et E sont de sens opposé. C'est-à-dire, l'ion se dirige vers la plaque P, c'est la force F, donc le champ électrique il est dans le sens opposé. Donc on peut dire que le champ électrique E est dirigé de P vers Q. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton à cet ion. Ça veut dire que la force électrique égale M1 fois A. Bien entendu, on va projeter cette loi sur l'axe OX, c'est l'axe perpendiculaire aux plaques, et dirigé dans le même sens que F. Donc en projetant cette force ou bien cette relation sur l'axe X', on obtient F égale à M1A. F, c'est le module de la force électrique. C'est la valeur absolue du Q fois E égale à M1A. On constate que l'accélération a une valeur constante. Il ne change pas au cours du temps, puisque la masse, la valeur de E et la valeur de la charge sont constantes. Donc je peux dire que le mouvement se fait selon X', avec une accélération constante, donc le mouvement il est rectiligne, uniformément varié. Chaque fois que l'accélération constante et le mouvement se fait sur une seule direction, il est dit rectiligne, uniformément varié. Petit b, on déduire l'expression de la vitesse V1 des ions Cl- à leur arrivée à la plaque P en fonction de M1, E, U0. On avait répondu à cette question dans l'exercice précédent en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Ici, on va utiliser les relations d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, puisque le mouvement est rectiligne uniformément varié, alors on a les équations horaires suivantes. C'est l'équation horaire des espaces et des vitesses. C'est x égale 1 demi at carré v0 t x0 et v égale à t plus v0. La vitesse initiale est nulle. On prend le départ comme origine du repère espace. D'après ces équations-là, je peux dire que j'ai x égale 1 demi at t carré et v égale à t. Pour calculer v, il suffit de tirer la valeur de t. Je vais déduire t à partir de la première équation et je l'injecte dans la deuxième équation. J'obtiens v égale 2ax. Je vais remplacer donc a et x par leur expression. X sera remplacé par sa valeur lorsque l'ion arrive en P et A sera remplacé par cette expression QE sur M1.
Or, E sur U0 sur D, ça donne donc la valeur absolue du Q, c'est E, puisqu'il porte une seule charge, fois U0 sur D fois M1. Et je remplace X par D0. Lorsque l'ion arrive en P, la distance parcourue à partir de la plaque Q, c'est D0. On obtient donc que cette vitesse V, qu'on va appeler V1, c'est 2EU0 sur M1. Donc, c'est une autre méthode pour trouver la vitesse des ions lorsqu'ils arrivent sur une plaque en utilisant les relations du mouvement rectiligne uniformément variées. Deuxième question. Les ions Cl-37 arrivent à la plaque P avec une vitesse V2. Détermine l'expression de V2 en fonction de V1, M1 et M2. De même, l'ion Cl-37 est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on aura une expression de vitesse semblable à celle-là avec M2 au lieu de M1. Donc de même, pour les ions Cl-37, on a V2 égale 2U0 sur M2. C'est la même expression en remplaçant M1 par M2. Ici, la vitesse est donnée en fonction de E, U0, M2. Mais la question demandée, il faut donner V2 en fonction de V1, M1 et M2. Si je divise V2 par V1, le 2EU0 se simplifie. Il me reste seulement racine de M1 sur M2. D'où V2 c'est V1, racine de M1 sur M2. Maintenant, on connaît la vitesse de chaque ion et on connaît la nature du mouvement entre les plaques verticales. Maintenant, les ions vont entrer entre les plaques horizontales où règne un champ électrique et un champ magnétique. Deuxième question. Après la sortie des ions Cl- par le trou T1 avec les vitesses respectives V1 et V2, elle entre dans la chambre de déviation dans laquelle règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire aux deux vitesses initiales, V1 et V2, et un champ électrique E uniforme créé par l'application d'une tension électrique U, Vm moins Vn égale à 200 volts entre les deux plaques métalliques horizontales M et N, séparées d'une distance d égale à 5 cm, ce qui donne aux ions Cl-35 un mouvement rectiligne uniforme et sortent du trou T2. Donc parmi ces ions-là, seul l'ion Cl-35 est animé d'un mouvement rectiligne uniforme entre les deux plaques M et N. En appliquant la deuxième loi de Newton aux ions Cl-35, préciser le sens du vecteur champ magnétique B et déterminer l'expression de son module en fonction de U0, U, E, M1 et D, puis calculer la valeur de B. On va chercher maintenant le sens de chaque force, la force électrique et la force magnétique. Pour déterminer le sens de la force électrique, on doit connaître le sens du champ électrostatique E. Pour cela, on a la tension EMN est positive, ce qui veut dire que le potentiel de M est supérieur à celui de N. Et E va dans le sens des potentiels décroissants. Donc il va de la plaque N vers la plaque N. C'est-à-dire que le champ E est dirigé du bas vers le haut. Cl- est soumis entre les plaques à une force électrique F égale à QE et aussi à une force magnétique. Pour la force électrique F égale à QE, la charge Q est négative, donc F et E ont des sens opposés. Donc la force électrique, il est dirigée dans le sens opposé, c'est-à-dire de N vers M, c'est vers le bas. Pour la deuxième force, on a un mouvement rectiligne uniforme. Puisque la force F électrique est dirigée vers le bas, on doit avoir la force de l'orange dirigée vers le haut. Donc, j'aurai un schéma où il y a les deux forces, électriques vers le bas et magnétiques vers le haut. Donc, connaissant la direction de V et connaissant la direction de Fm et utilisant l'une des règles, soit les trois doigts de la main droite ou gauche, on détermine que B est un vecteur sortant, c'est-à-dire un vecteur dirigé vers le haut. Donc on peut écrire, d'après les règles des trois doigts, par exemple de la main droite ou gauche, B est orienté vers l'avant. Maintenant on sait le sens de chaque force. La deuxième loi de Newton dit que la somme des forces est égale à MA.
Puisque le mouvement est rectiligne uniforme, la somme de ces deux forces est égale à 0, c'est-à-dire la force électrique et la force magnétique. Donc le mouvement du liant est rectiligne uniforme, et selon l'axe horizontal bien entendu, on a le schéma de tout à l'heure, la force électrique plus la force magnétique égale à 0, puisque l'accélération est nulle, le mouvement il est rectiligne uniforme. D'où la force magnétique et la force électrique sont de sens opposés, on vient de l'en déduire. Donc, Fm en module égale à F. Ça veut dire la valeur absolue Q fois V1 fois B égale à QE. Je simplifie par la charge, j'en déduis que V1 fois B égale à E, donc B égale à E sur V1. On veut calculer maintenant B. Je rappelle que E c'est U sur D, c'est-à-dire la tension U divisée par la distance entre ces deux plaques. Et V1 c'était 2U0 sur M. J'obtiens B égale, au lieu d'écrire E, j'écris U sur D. Au lieu d'écrire V1, j'écris cette expression. J'obtiens B égale U sur D fois la racine de M1 sur 2U0. En faisant l'application numérique, on trouve 0,17 Tesla. 2.2. Déterminer le sens de déviation des ions Cl-37 à l'intérieur de la chambre de déviation. Pour déterminer le sens de déviation, il suffit de comparer la valeur de l'intensité de la force électrique et la force magnétique. C'est-à-dire, on va comparer la force électrique Fe et la force magnétique Fm pour l'ion Cl-37. C'est-à-dire, la valeur de Fe dirigée vers le bas et la valeur de Fm dirigée vers le haut. Pour la force magnétique, c'est QVB, c'est-à-dire E, V2 fois B. Je remplace V2 par son expression et j'obtiens l'expression suivante. Donc, comme application numérique, on trouve 6,2 10-16 newtons. Pour la force électrique, c'est E fois E, c'est EUT, on trouve 6,4 10-16. On constate que la force électrique est supérieure à la force magnétique. Donc les ions Cl-37 vont dévier vers le bas. Ils ne vont pas sortir par le trou T2, mais ils vont frapper ici vers le bas. Donc F est supérieur à Fm, donc les ions Cl-37 seront déviés vers le bas. C'est la fin de cet exercice et aussi la fin de la série d'exercices sur le mouvement d'une charge électrique dans un champ magnétique uniforme. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice.